Donc, on a maintenant cet opérateur partiel qui est très sympa. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'inverser et ensuite d'intégrer. De faire... Le but du jeu, c'est d'arriver à utiliser cet opérateur partiel pour munir ce truc-là d'une structure de O de oméga module. Et l'idée est très simple parce que je vous ai expliqué dans le premier cours qu'une fonction f sur oméga, c'est donné par une intégrale sur P1 de QP de 1 sur z moins x, mu de x, pour une certaine distribution mu. Ce que vous avez envie de dire, c'est que je prends ma fonction f, je l'applique à L, qui est dans pi crochet 0 dual, et je décide que c'est l'intégrale de partiel moins x moins 1 L, mu de x. De toute façon, ça ne peut pas être autre chose, à vrai dire. Le problème, c'est qu'il faut donner un sens à ça. D'accord. Alors, primo, il faut vérifier que maintenant, partiellement x est vraiment inversible sur pi crochet 0 dual pour tout x. Et secondo, ce qui est quand même beaucoup plus amusant, c'est de vérifier que les intégrales convergent. Donc, vous avez des estimés à faire. Alors, ça, on ne peut pas le faire directement, donc il faut quelques préliminaires. Donc, ça, ce sera de la numérologie. Alors, je dis que sur pi crochet 0 dual, on a primo A plus égale partiel U plus, U moins, c'est moins partiel carré U plus. Secondo, là c'est un peu plus compliqué, pour tout G égale ABCD dans G, A moins C partiel est inversible sur pi crochet 0 dual. Et, alors si vous faites G partiel G moins 1, vous tombez sur D partiel moins D, A moins C partiel moins 1, et aussi GU plus G moins 1, qui est égal à 1 sur déterminant G, A moins C partiel au carré, U plus. Donc ça, primo, le premier point vous dit que vous trivialisez l'action de l'algèbre de Lie sur pi crochet 0 dual en l'exprimant simplement en termes de U plus et partiel. Autrement dit, vous n'avez plus que deux opérateurs maintenant. Bon, vous aviez deux aussi avant, donc c'est pas très passionnant pour l'instant. Le second point est plus amusant parce qu'il vous décrit la manière dont partiel se transforme par conjugaison par le groupe, ce qui vous permettra de construire pi crochet 2 dual, en tordant l'action de manière raisonnable. Et cette relation qui exprime la conjugaison de U+, va vous permettre de construire un morphisme qui ressemble au morphisme de dérivation de O de sigma n vers oméga 1 de sigma n, en fait. Ce morphisme-là, ça va être U+, et pour vérifier qu'il est bien G équivariant, ce serait exactement cette formule. Alors, je vais vous donner juste l'indication pour comment on fait le 1. De toute façon, tous ces énoncés se font de la même manière. Alors, donc on fait U plus A plus. Alors, ça, c'est une égalité qui a lieu vraiment dans l'algèbre enveloppante, comme vous pouvez le vérifier facilement. Et donc ça, c'est aussi par définition, c'est U plus partiel U plus. Ça, c'est parfait parce que vous pouvez simplifier par U+, vu qu'il est injectif. Donc, A+, c'est partiel U+. Ensuite, puisque le Casimir est nul, donc je fais ces jeux-là juste pour montrer que ce n'est pas quelque chose de bien profond. Et ça, c'est moins U+, partiel A+. De nouveau, vous simplifiez, ça vous donne que le moins, c'est moins partiel A+, qui est aussi moins partiel carré U+. Et voilà. Alors pour le second point, c'est un petit peu plus délicat. Donc je donne quand même
juste le début de l'argument, c'est le fait que A moins C partiel est inversible. Ça, vous ne l'obtenez pas aussi facilement. Donc, primo partiel est injectif. Ça, c'est pas compliqué parce qu'il suffit de voir que celui-là est injectif. Et on vérifie que ça revient à dire que nabla-1 est injectif sur Derrig. C'est peut-être pas complètement équivalent, mais en tout cas, c'est entraîné par ça. Et ensuite, on fait le jeu suivant. On prend A plus moins 1 égale U plus partiel. Donc, c'est la relation qui caractérise partiel. Et on la conjugue. D'accord? Mais ça, c'est un calcul que vous pouvez faire dans l'algèbre de Lie. Donc, ça vous donne à la fin ah zut, je l'ai écrit dans l'autre sens. Il va y avoir des signes partout. Donc là, ça va être probablement... Bon, j'ai écrit ce que ça donne à la fin. Ça vous donne que 1 moins x1 partiel 1x1, c'est partiel plus x. Mais ça, c'est inversible, injectif, inversible. Donc, celui-là est injectif. Et en fait, le même jeu, dans l'autre sens, en conjuguant par W, vous dit que c'est inversible. Alors, vous pouvez interpréter ça aussi d'une manière peut-être un peu plus géométrique. Ce qui se passe, c'est que pi crochet 0 dual est un module de type fini sur l'algèbre de distribution du groupe. Mais puisque le caractère infinitésimal est nul, ça devient un module de type fini sur l'algèbre enveloppante de GL2 modulo le Casimir. Une fois que c'est suffisamment complété. Je ne précise pas exactement de quelle manière c'est complété. Mais Beilinson et Bernstein vous disent à quoi ressemble ce truc-là. Et faire ce jeu où on fait apparaître des A+, des U+, et tout ça, ça revient essentiellement à localiser pi crochet 0 dual sur une des cellules, une des deux cellules, en fait. Parce que là, vous avez des relations. Les relations qui sont satisfaites entre U+, et partiel, c'est essentiellement des relations dans une algèbre de Weil, à deux variables. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a un plongement de UGL2 modulo Casimir dans l'algèbre de Weil en U+, et partiel. Et que ça passe aux complétions. Et donc, c'est un peu l'idée qui est derrière cette affaire. Donc, à gauche, vous avez des opérateurs différentiels sur la droite projective, et à droite, vous les restreignez à la droite affine. C'est ça que ça. Bon, maintenant, on a déjà fait un bon morceau de ce qu'on voulait faire. Le corollaire, c'est que on peut munir pi crochet 0 dual d'une structure de G module topologique via la torsion suivante. Donc je vais écrire G étoile L, ça sera D de G A moins C partiel moins 2 G.L. Donc ça c'est vraiment dans pi crochet 0 dual avec sa structure usuelle de G module.
Oui, parce qu'en fait, vérifier que ça, c'est vraiment une action du groupe revient exactement à ce point de la numérologie. De toute façon, rien de ça n'est surprenant. Vous copiez toutes les formules et ça se passe merveilleusement bien une fois que vous savez que vos opérateurs existent. Ah oui, et en plus, vous avez aussi, donc appelons pi crochet 2 dual cette nouvelle représentation. Alors vous voyez, elle se réalise sur le même espace vectoriel topologique, mais pour éviter des mots de tête, on va quand même les distinguer. Donc je vais écrire pi crochet 2 dual, ça sera vraiment pi crochet 0 dual, et on va introduire une variable dz, qui est censée vous rappeler ce que c'est au niveau sigma n. Et donc ça c'est juste un isomorphisme d'espace vectoriel topologique, d'accord? Et l'action de G, c'est maintenant G.L dz, c'est comme avant. Donc là, on est en train de vraiment aller vers oméga 1 de sigma n, et d'ailleurs, c'est ce que dit le corollaire suivant, c'est que l'application petit d suivante, qui a L associe moins U plus de L dz, est un morphisme G équivariant injectif et d'image fermée. Bien sûr, c'est immédiat une fois que vous avez le second point de la numérologie. Ok, donc maintenant on arrive à la chose amusante. On va dire que c'est la chose la plus fatigante de tout ça, c'est d'arriver à estimer l'intégrale qui est là-haut. Donc de montrer que les séries convergent maintenant. Alors il faut peut-être que j'explique juste pourquoi c'est... Bon, toutes ces choses-là, d'habitude, c'est des trivialités. Bon, on exprime les trucs, c'est des séries entières. Ça se passe dans le meilleur des mondes. Alors ici, c'est un peu compliqué pour la raison suivante. C'est que vous avez cet opérateur partiel sur vos représentations qui correspond à la multiplication par z. Alors celui-là, je suis d'accord, vous l'avez construit à partir de votre Figama module, en prenant la connexion et en divisant par petit t. Ça, c'est pas très méchant. Si vous itérez ça, ça se passe très bien. Tant que vous avez des connexions, c'est raisonnable. Le problème, c'est que votre DRI croix P1, il y a deux morceaux. Il y a la partie sur ZP et il y a la partie à l'infini, parce que c'est des sections globales sur quelque chose qui vit sur P1. Alors, donc sur ZP, d'après ce que je viens de dire, ça se passe très bien. À l'infini, c'est l'horreur, parce que vous inversez partiel. Donc vous devez itérer des inverses d'une connexion. Alors ça, c'est plus du tout linéaire, c'est plus rien du tout. Donc estimer les itérés de ce truc-là, c'est une horreur, parce que ça ne préserve essentiellement rien de raisonnable. Il n'y a pas des Banach qui sont préservés naturellement par cet objet-là. Donc malheureusement, vous êtes obligé de travailler à chaque fois dans des fréchés, donc de traîner une famille dénombrable de semi-normes à chaque fois, ce qui fait que les arguments sont très rigides à la fin, parce que si vous avez des séries qui doivent converger, il faut traîner une famille dénombrable de semi-normes. Enfin, ça devient vite épouvantable. Donc l'argument, en fait, pour démontrer que l'intégrale qui est là-haut converge et que ça a un sens, est assez indirect finalement. Donc ça va se passer de la manière suivante, donc la structure de O de oméga module. Donc je commence par dire ce qu'il ne faut pas faire. Ou en tout cas, ce qu'on n'a vraiment pas réussi à faire. Alors par exemple, vous avez envie de dire que si x est tout près de 0, vous avez envie de dire que ça, c'est la somme de x puissance n partielle n, et espérer que si x est vraiment très proche de 0, ce truc-là converge de manière raisonnable. Non, ça, c'est très dur à estimer. Sur pi crochet 0 dual. C'est trivial à estimer sur DRY, mais pas sur DRY croix P1. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Il va y avoir un premier théorème qui dit la chose suivante. Si V est dans pi crochet 0, et L
est dans pi crochet 0 dual, alors l'application f indice VL qui va de QP dans L et qui à x associe l'évaluation de partiellement x inverse L sur V, donc j'appelle ça le crochet de dualité naturelle, celle-là se prolonge en une fonction localement analytique sur P1 de QP, nul à l'infini. Là aussi, c'est une drôle de façon de dire les choses, parce que comme c'est nul à l'infini, il n'y a plus rien à prolonger. De toute façon, je vous la définis sur QP. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a un sens... si vous la prolongez par 0, ça devient une fonction localement analytique sur P1 de QP. Et ensuite, on va essayer de faire toutes les estimées. Donc pour l'instant, j'admets ce théorème. En utilisant ce truc-là, on va essayer de transférer toutes les difficultés topologiques dans le théorème de Morita, parce que je vous ai déjà donné le théorème de Morita qui vous décrit les fonctions holomorphes sur oméga en fonction de la Steinberg analytique. Et là, il y a bien sûr des estimés à faire de l'analyse. On va profiter de tout ce qui était fait avant et de ce théorème pour transférer directement toutes les difficultés sur oméga. Donc voici comment on s'y prend. Oh, j'ai encore oublié. Bon, j'ai encore oublié mes notes. Alors, donc, théorème. Il existe une unique structure de O de oméga module sur pi crochet 0 dual qui est compatible avec sa structure de L espace vectoriel. Autrement dit, les constantes, les fonctions constantes agissent comme on le pense, est telle que Z, la variable sur oméga agissant sur L, c'est partiel de L. D'accord ? Alors, donc, démonstration. Alors, que c'est unique, c'est un exercice facile à faire. Donc, l'unicité, ça vient du fait que, de toute façon, on doit avoir que 1 sur Z moins X fois L, c'est partiel moins X inverse appliqué à L. Et vect, l'espace engendré par toutes ces fonctions, est dense dans O de oméga. Premier cours. C'est l'existence qui pose problème. Je veux quand même donner les arguments. C'est relativement élémentaire, mais si on ne les fait pas dans le bon ordre, ça se casse vite la figure. Donc je vais quand même expliquer vraiment la démonstration de ce théorème, comment on se ramène au précédent, parce que le précédent, je vais peut-être faire semblant de vous expliquer comment ça marche, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les estimés qui sont assez pénibles. Donc, l'unicité, ça ne pose pas de problème. Maintenant, introduisons justement S, cet espace, engendré par ces fonctions. Donc, il est dense. Et, petit lemme, numéro 1, si Fn sont dans O de oméga, dans S, et Fn tend vers 0 dans O de oméga, alors, j'ai oublié d'introduire un opérateur, j'arrive, Tfn converge faiblement vers 0 en pi 0 dual. Donc, qu'est-ce que c'est Tf de L? Alors, c'est la somme de Ax partiel moins x inverse de L, si F, c'est la somme de Ax sur Z moins x. Autrement dit, je fais vraiment le truc bête. Pour les combinaisons linéaires, je le définis comme on le pense.
Et pour tout le reste, j'essaie de prolonger par continuité à partir de ce sous-espace dense. Alors, démonstration. Là, je fais l'argument parce qu'il y a un point, à un moment donné, qui est un peu subtil, qu'on utilise souvent en analyse fonctionnelle, mais peut-être pas assez ici. C'est la chose suivante. Donc, il faut voir que pour tout L dans pi crochet 0 dual, Tfn de L tend vers 0 dans pi crochet 0 dual, au sens fort. C'est-à-dire dans le Fréchet pi crochet 0 dual. Mais il y a une astuce, dans tout espace vectoriel topologique localement convexe, une suite qui tend faiblement vers 0 tend fortement vers 0. Ça, c'est magique parce qu'il suffit maintenant que Tfn de L, quand vous l'évaluez en chaque vecteur, que ce truc-là tend vers 0. D'accord? Pour tout V. Et là, il y a un petit miracle. Qu'est-ce que c'est ce truc? Faisons-le ici. Qu'est-ce que c'est Tf de L appliqué à V? Vous voyez bien, c'est la somme sur x de AX fois partiel moins x inverse L appliqué à V. Oui, mais ça, c'est la somme sur x de AX FVL de x. FVL, c'est le truc qui est là. L'évaluation de partiel moins x inverse L sur V. Et ça serait écrit joliment comme l'intégrale de FVL de x, mu de x. Je devrais écrire mu f de x, ou mu f, et la distribution sur P1 de QP de masse totale 0 qui correspond à f par dualité de Morita. D'accord? Donc maintenant, Tfn de L appliqué à V, ça c'est rien d'autre que l'intégrale de f Vl de x, mu fn de x, et ça tend vers 0. Parce que justement, vous appliquez Morita de nouveau. Puisque fn tend vers 0 dans O de oméga, vous savez que les distributions en question vont tendre vers 0, et là, vous gagnez. Bon, vous faites ce jeu 3 fois, parce qu'il faut donc, à partir de ça, vous en déduisez que Tf a un sens pour tout élément de O de oméga. Ensuite, il faut vérifier que c'est continu et tout ça. Ça se passe toujours de la même manière, et ça se passe bien parce qu'on a déjà la dualité de Morita. Alors, il faut faire attention parce que si on veut définir directement la structure de O de oméga module, on peut y arriver, il n'y a pas de problème, mais il faut vérifier la multiplicativité à la fin. Et ça, c'est vraiment pas évident parce qu'il faut intervertir, il y a une double intégrale, et pour le coup, c'est pas très facile. Mais si vous le faites comme ça, il n'y a plus de problème parce que vous vous ramenez à vérifier la multiplicativité sur des sommes finies, parce que vous construisez tout à partir de combinaisons linéaires finies de masse de Dirac. Bon, je m'excuse si j'insiste un peu trop sur ces détails topologiques, mais on passe quand même un temps fou à essayer d'écrire les choses dans le bon ordre, parce que comme les opérateurs en question sont assez rigides, on ne peut pas intervertir vraiment les étapes. Alors, donc ça, c'est pour la structure de O de oméga module. Donc, on continue en posant Tf de L, c'est la limite, quand n tend vers l'infini, de Tfn de L, si Fn sont dans S, Fn tend vers F dans O de oméga. Pour vérifier que c'est continu à la fin, vous appliquez du Banach-Steinhaus et tout ça. OK, donc ça c'est pour la structure de O de oméga module. Alors là, il reste la partie... c'est déjà parti, tant mieux d'ailleurs. Ah non, oui, c'est là. Donc il faut vérifier cet énoncé, que cette fonction est localement analytique. En fait, c'est le point technique un peu pénible. Je vais vous donner juste une toute petite indication de la preuve.
je vais écrire ça avec des guillemets parce que c'est vraiment pas une preuve, du caractère localement analytique de FVL. Alors, premièrement, on se ramène à la droite, enfin à ZP. Au lieu de faire sur P1 de QP, on teste essentiellement juste en 0, si vous voulez. Mais pour ça, il faut savoir que les FVL sont suffisamment compatibles, par exemple que le caractère à l'infini se lit sur un autre FVL et tout ça. Et ça, c'est bien parce que vous avez la formule suivante, qu'évidemment j'ai... C'est quand même pas possible. Ah, non. Bon, au moins j'ai le papier. Non, mais on va le faire directement, c'est plus simple. On va calculer f VL de 1 sur x. D'ailleurs, ça, c'est un calcul rigolo. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est partiel moins 1 sur x, moins 1L, appliqué à V. Super. Maintenant, ça, c'est du x fois x partiel moins 1, moins 1L, appliqué à V. Et là, on y va. Donc, on applique W. Je vous rappelle, W, c'est cette involution, 0, 1, 1, 0. Donc, c'est x. Alors, on va faire du W. X partiel moins 1, moins 1, L, W. On continue. Donc, c'est du x, W partiel W, moins 1, WL, W. Donc, c'est x. Et là, il se passe un miracle. W partiel W, c'est partiel inverse. C'est ça qui vous permet de revenir sur vos pieds à la fin. Donc, vous avez du x partiel inverse, moins 1, WL, W. Donc ça, c'est juste x. Alors là, c'est très dur, il faut inverser 2 fois. Donc, c'est du moins x, partiel moins x, moins 1, partiel WL, W. Et là, c'est super, parce que ça, c'est juste moins x, f, il s'appelle comment? Il s'appelle W, partiel WL de x. Autrement dit, toutes ces fonctions vérifient des relations entre elles, mais bien sûr, il faut changer les vecteurs et les formes linéaires. Et ça, c'est super parce que ça vous dit que si vous contrôlez toutes ces fonctions sur ZP, par exemple, vous les contrôlez aussi sur l'autre copie, à l'infini. Donc, il suffit de vérifier maintenant que f, VL, restreinte même à des trucs comme P carré, ZP, mais je vais passer les détails, restreinte à ZP, disons, est localement analytique. Et pour ça, on regarde les coefficients de malheur de FVL. On a une caractérisation des fonctions localement analytiques. Sur ZP, il faut voir essentiellement que les coefficients de malheur sont très vite décroissants vers 0. Sauf que si vous y allez tout droit, c'est pas bon. Donc je donne quand même un petit détail. Ah, pour une fois, j'ai quand même gardé la forme. Non, même pas. Ah si, ça va. Donc l'identité cruciale, c'est que f VL de x, c'est en fait L de 1x1 partiel inverse 1 moins x1v. Ce qui découle bien sûr de la numérologie et du fait que ce truc-là se comporte bien quand on conjugue avec un élément du groupe. Mais ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous pouvez travailler en 3 étapes. D'abord, vous étudiez la croissance de ces objets-là, les coefficients de malheur de ça, ce qui est trivial parce que V est localement analytique, donc vous connaissez la croissance des coefficients de malheur de cette fonction. Ce qui est beaucoup moins trivial, c'est quand vous passez là, parce que celui-là n'a aucun contrôle. Il faut que j'insiste sur ce point-là. Vous avez une filtration naturelle sur les vecteurs localement analytiques, donnés par rayon d'analyticité, bien sûr, mais ce truc-là ne préserve pas les morceaux dans la filtration, en fait. Si vous voulez trouver des trucs qui sont préservés par ça et qui sont des vrais Banach, c'est des vecteurs qui sont rigides analytiques au sens de Merton, pas analytiques au sens de Schneider-Teitelbaum. Mais si vous voulez faire ce jeu-là, c'est très compliqué parce qu'il faut calculer ces vecteurs rigides analytiques du côté des représentations de Kolmez, ce qui fait apparaître des puissances divisées
pas très rigolote dans les algèbres de distribution, et je peux vous assurer, c'est l'horreur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut vraiment travailler avec ces objets, avec des espaces de Fréchet et tout. Et le point crucial, et là j'insiste, c'est encore un truc d'analyse fonctionnelle. De toute façon, quand il y a le lemme de Baire qui se cache derrière tous ces trucs-là, c'est toujours un peu compliqué. Donc, le point crucial, c'est que toute partie bornée de Pi-an vit dans une partie bornée de Pi-an R pour un certain R. Donc ça, c'est les vecteurs, je vais juste dire analytiques de rayon R. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous prenez le développement de Malheur de cette fonction-là, vous ignorez tout le reste, en fait, vous allez avoir une famille dénombrable de coefficients qui apparaissent parmi les coefficients de Malheur. Alors, ces coefficients, ils tendent très vite vers 0 parce que V, il est localement analytique. Mais il faut savoir que quand vous les divisez par les bonnes puissances de P, ça vit dans une partie bornée, en fait, du morceau en question, de celui-là. Et ça, c'est vrai, ça revient à des estimés faciles sur les algèbres de distribution qui sont déjà dans le papier de Schneider et Teitelbaum. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ensuite quand vous appliquez partiel moins 1 à tous ces coefficients. Et c'est là le point clé. Vous savez maintenant que les images par partiel moins 1 de tous ces vecteurs vivent dans un certain pi R1 et même dans une partie bornée de celui-là, ce qui vous permet de refaire l'argument en appliquant le même jeu à tous ces coefficients-là. Et il faut bien sûr avoir des estimés uniformes parce que sinon, vous ne pouvez pas intervertir vos sommes. Mais en fait, finalement, quand on l'écrit, ça ne pose aucun problème. C'est 2 pages d'estimés, mais vraiment, ça ne pose aucun problème tant que vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, c'est vraiment mort. Et ça, ce n'est pas un énoncé, c'est pas complètement formel. Ça. Mais c'est vrai, bien sûr, pour n'importe quel espace de type compact. Ce n'est pas la structure du groupe qui intervient, c'est rien du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de purement analyse fonctionnelle. Alors, ah oui, j'ai 15 minutes. Ah bah c'est bien, je peux vous expliquer le modèle de Kirillov. Voilà. En tout cas, de faire semblant de vous expliquer. J'ai laissé traîner un seul théorème. Enfin, on va dire, j'ai fait semblant d'expliquer la preuve de plein de théorèmes, mais à chaque fois, il y a des estimés. Il y a quand même un théorème sur lequel je veux insister un peu. C'est celui qui disait que tout vecteur analytique qui était tué par U+, et par A+, était lisse. Ça, c'est en fait un des théorèmes clés de la théorie. D'ailleurs, si vous vous souvenez, un des points les plus délicats de toute la théorie, c'est de montrer que quand on a une représentation de Rham à pas de hot state distinct, disons 0,1 pour simplifier, pi de V admet des vecteurs lisses. Et ça, c'est essentiel pour, par exemple, à la conjecture de Fontaine-Mazer et dans d'autres circonstances. Et en fait, une manière de produire des vecteurs lisses, c'est de prendre justement ce genre de vecteur, de montrer que ça existe et que tout vecteur tué par U+, et par A+, est lisse. Alors pourquoi est-ce que je vais expliquer ça? Parce que de toute façon, j'aurai besoin dans le cours prochain, mais surtout parce qu'il y a des anneaux sympathiques qui interviennent. En fait, l'argument est complètement indirect, c'est ça qui est fou. Donc maintenant, on va oublier les vecteurs localement analytiques, on va passer au perfectoïde. Il y a les anneaux de Fontaine qui interviennent. Sauf que comme ils ont chacun 3 noms différents, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je donne tous les noms au début et ensuite chacun choisit ce qu'il aime. Donc, il y a un anneau qui s'appelle R, qui n'est pas l'anneau de Robat, désolé, qui s'appelle aussi E tilde plus, je crois, et qui s'appelle aussi W de OCP flat. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Pardon, j'ai dit n'importe quoi, c'est OCP flat. Tellement je ne suis pas habitué avec tous ces trucs. Ouais, et il y a ensuite des anneaux qui s'appellent W de R, qui s'appellent... Pardon? Ah, pardon. C'est vraiment comme ça? Ok, pardon. Donc c'est... Hop, pardon, désolé. Moi, c'est celui-là que j'aime. Chacun son truc. Donc W de R qui s'appelle... alors j'espère vraiment que je ne vais pas me tromper dans tous ces trucs. W de R, c'est A tilde A+, ça s'appelle aussi W de OCP flat. Et il y a enfin W de frac R qui s'appelle
A tilde, c'est terrible, qui s'appelle aussi W de CP flat. Bon, on y est. Voilà, donc chacun choisit ce qu'il aime. Mais maintenant, le point clé, c'est que... Alors ça, c'est vraiment fondamental. Ce qui se passe, c'est que je vous ai donné des descriptions des vecteurs localement analytiques. Ça vivait dans une suite exacte. Il y avait un truc au milieu qui était les sections globales d'un faisceau sur P1 de QP. Ça, c'est pas terrible pour ce qu'on veut faire. On ne peut rien faire avec ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une description de pi de V maintenant, pas de pi de V an, purement en termes de ces trucs-là. Et qui est très très utile parce que ça vous permet de faire le lien avec les représentations de De Rham. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez pi de V, je vais l'appeler simplement pi, qui est isomorphe en tant que représentation du Borel. Ah, là vous perdez quelque chose quand même, vous perdez l'accent de W. À quelque chose qui va s'appeler A tilde tenseur QPV, invariant par H, je vais dire dans un instant qui est celui-là, modulo A tilde plus tenseur V, invariant par H, et H, c'est le groupe de Galois de l'extension cyclotomique. Alors j'insiste sur ce point. Ça, c'est une description parfaitement sympathique si vous voulez étudier des vecteurs qui se comportent bien suivant l'action de l'unipotent ou du tore diagonal. Mais par contre, si vous essayez de faire les vecteurs localement analytiques qui se comportent bien suivant l'action de l'unipotent ou je ne sais quoi, là, ça devient nettement plus tordu. Parce que vous pouvez vous demander s'il y a une description analogue de pi an où vous mettez d'autres anneaux de période là. Typiquement, ceux qui savent, on a des anneaux qui s'appellent B tilde rig, B tilde plus rig et compagnie. Et bien sûr, ça a un sens de construire ces objets-là. C'est vraiment des représentations du groupe de Borel et tout. Mais il n'y a pas d'analogue de cet énoncé pour les vecteurs localement analytiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment se fatiguer à chaque fois énormément pour comprendre ces vecteurs localement analytiques. Alors, donc comment est-ce qu'on exploite ça? Alors, on regarde la chose suivante. On a pi an U plus égale A plus égale 0. C'est bien sûr la limite inductive sur n de pi an invariant par ces trucs-là. D'accord? Parce que les dérivées en question sont nulles, c'est des fonctions localement analytiques. Et bien sûr, ça se plonge dans la limite inductive de pi invariant par les mêmes choses. Et celui-là, vous pouvez le décrire via l'isomorphisme précédent. Alors ça vous permet de créer un modèle de Kirillov très sympathique. Où est-ce que c'est ce truc? Ouais, par exemple, si on prend pi invariant par juste 1 p puissance n zp 1. Alors, je ne vous ai pas décrit comment agissent les objets ici, mais bon, pour les gens qui s'y connaissent, il s'agit comme on le pense. Ça, c'est pareil que 1 sur phi puissance n de t. Il faut que je traîne à chaque fois tous ces trucs. A-t-il plus tenseur V invariant par H modulo. Ça c'est juste par définition. Et maintenant, si vous rajoutez l'action diagonale, vous prenez les invariants par gamma n, qui est l'image inverse par le cyclotomique de 1 plus pn zp dans gamma. Autrement dit, la morale de l'histoire, c'est que si vous voulez étudier des invariants sous certains sous-groupes du groupe de Borel dans pi, vous êtes amené à comprendre les invariants par gamma n d'un certain quotient comme ça. Alors ça, c'est compliqué parce que ces anneaux, ils ne sont pas très simples. Mais il y a un moyen d'aller vers B de Rham, en fait. Bon, tout ça est dû à Kolmez, j'oublie tout le temps de le dire. Pardon? Là, c'est V quelconque. Ouais. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est même une caractérisation des représentations. C'est même une caractérisation de représentation de De Rham. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la chose suivante. Vous pouvez faire 1 sur phi puissance n de t
A tilde plus tenseur V invariant par H, vous le mettez dans 1 sur T, B plus de RAM, tenseur V invariant par H. Ça, c'est trivial parce que petit t est un multiple de celui-là, donc il n'y a pas de problème. Donc, ça vous permet de définir une espèce de fonction qui va de pi invariant. Oh, je vais peut-être. Ouais. De ça vers. Alors là, c'est un peu compliqué. Les fonctions localement constantes sur QP étoile à valeur dans quelque chose qui est 1 sur T. Et puisque j'ai un peu marre de traîner tous ces anneaux, on va leur donner un nom. C'est plutôt des modules dans ce cas. Donc ce D tilde plus de RAM, ce sera simplement ce B plus de RAM, tenseur V, H. Je devrais l'appeler D tilde plus diff. Mais... Donc, qu'est-ce que c'est cette flèche? Vous prenez un V et vous l'envoyez sur la fonction qui a P puissance K fois A à ceci, phi puissance K, on va dire, ouais, Ki moins 1 de A, appliqué à phi puissance K de V, pour tout K dans Z et pour tout A dans ZP étoile. Ça a un sens, parce que vous voyez, vous avez déjà plongé cet objet dans ce genre de truc. Donc V, c'est naturellement un élément de ça, que vous voyez là-dedans, et vous faites le même jeu avec tous les itérés Sophrobénus et toute l'action de ZP étoile. Alors, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que cette flèche est injective, ce qui n'est pas le cas de celle-là, par exemple. Vous tombez dans quelque chose de beaucoup plus petit, c'est les invariants sous gamma de cet espace, mais surtout, l'avantage, c'est que quand vous êtes dans le cas de RAM, ça, c'est assez facile à comprendre, en fait. Pardon? J'ai mis Ki moins 1 de A. Ki moins 1 de A, c'est sigma. Je vois ça comme un élément de gamma. C'est ton sigma A. Celui-là. Oui, enfin, c'est la matrice diagonale, oui. Enfin, je me suis... Oui. Voilà. Alors, l'avantage de ça, comme je disais, c'est que si vous regardez D tilde plus de RAM de 1 sur T, ça revient à regarder B de RAM tenseur V invariant par H. Mais ça, c'est sympathique parce que si vous êtes dans la situation de RAM, ça c'est B de RAM tenseur D de RAM invariant par H. Vous pouvez sortir le D de RAM et vous tombez sur des vecteurs, sur des éléments invariants sous GQP cyclotomique dans B de RAM. Et là, c'est super sympa parce que ça, vous pouvez faire de la descente, presque étale et tout ça, utiliser des traces de Tate et prendre les résidus à la fin. Et au final, bon, je zappe les détails parce que c'est un peu épouvantable. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, on obtient un plongement de pi an u plus égale 0 dans les fonctions localement constantes sur QP étoile à valeur dans L infini, qui est juste L tenseur QP cyclotomique, ici, et qui sont invariantes sous l'action de gamma, où gamma agit ici, bien sûr. Et on va appeler ça V d'un phi V. Ah oui, quand même. C'est un peu con parce que... Ouais. Alors, maintenant, la partie amusante, c'est vous prenez un vecteur là, et vous lui associez cette fonction-là, et vous commencez à étudier cette fonction. Mais si vous voulez étudier cette fonction, il faut en fait faire le lien, il faut savoir, donc il faut une formule exprimant
L de V, on dit décrire la dualité sur ces espaces à partir de phi V. D'accord ? Donc il faut quand même, vous avez plongé votre espace là, et il faut savoir comment évaluer une forme linéaire sur un vecteur qui est là à partir de cette fonction. Bon, il y a une formule miraculeuse que malheureusement je ne peux pas donner en ce moment, donc je vais recommencer la semaine prochaine toute cette partie, enfin peut-être pas toute cette partie, juste donner la formule en question parce que le problème c'est le suivant, c'est que vous tombez dans des fonctions localement constantes sur QP étoile, donc qui vont être nulles à l'infini en fait, ça c'est facile à voir par construction, mais le point clé c'est qu'elles vont être nulles au voisinage de 0. Autrement dit, c'est comme dans la théorie du modèle de Kirillov. A priori, si vous partez d'une représentation lisse, disons irréductible de GL2, de QP ou de je ne sais quoi, elle se réalise toujours dans l'espace des fonctions localement constantes sur QP étoile, nulles à l'infini, à valeur dans L, ou dans L infini, disons. Et quand c'est une supercuspidale, on peut caractériser l'image. C'est exactement les fonctions qui sont nulles au voisinage de 0. Alors il faut faire le même jeu ici. Il faut voir que l'image de ça tombe précisément dans les fonctions localement constantes à support compact dans QP étoile. Qu'en plus, ça, c'est une bijection, et enfin, il faut faire un tas de choses après. À noter d'ailleurs que ça, c'est une version un peu raffinée du modèle de Kirillov, parce que ça se passe vraiment sur L. D'accord ? Oui. A plus égale 0. Sinon, il faut 2 copies de ça, oui. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce genre de formule qui donne l'action d'une forme linéaire sur un vecteur, on arrive à montrer que tout vecteur qui est ici est en fait tué par U-. Ça, c'est toute la clé de l'affaire, que tout vecteur là est tué par cet opérateur U-. Et ça se fait par, par bidualité, en fait, à partir de ce genre de formule et de la formule que j'ai donnée pour l'action de U-. Mais, oui, pardon. Oui, donc ça veut dire des fonctions telles que phi de AX, c'est l'action de ça appliquée à phi de X. Oui. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on tensorise ça avec cet objet-là, c'est exactement la même chose que l'autre. Voilà. Bon, je pense que c'est peut-être pas la peine que je dise encore des conneries en 2 minutes, donc je vais m'arrêter là, on reprend la fois prochaine. Bon, heureusement, j'ai fait tous les trucs vraiment pénibles aujourd'hui, donc la fois prochaine, on va aller vers des choses un peu plus géométriques, on va utiliser les 2 tours et tout ça. Mais malheureusement, si on n'a pas cette structure de O de oméga module sur nos représentations, c'est vraiment mort, on ne peut rien faire. Juste pour ce morceau-là, que tous les vecteurs qui sont là sont lisses, mais quand même, c'est essentiel pour savoir que le partiel existe. Oui. Non, ça marche tout le temps. Ça, c'est pas un problème. C'est quand je dis que U- tue cet espace. Autrement dit, que cet espace est formé de vecteurs lisses. Mais ça, de toute façon, je ne l'ai pas expliqué parce que tout est caché dans cette formule que je n'ai pas donnée, parce qu'elle est compliquée. Je vais la donner la fois prochaine. Mais c'est le seul endroit... D'ailleurs, ça, c'est une caractérisation des représentations de RAM. Si vous avez une représentation de Hodge state à poids 0,1, et les 2 de RAM, si et seulement si cet espace est formé de vecteurs lisses. OK, bon.